Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir l'occasion d'intervenir sur effectivement ce sujet central que celui de l'approvisionnement en métaux stratégiques, métaux critiques. On verra dans un instant de quoi il s'agit exactement. Donc je voudrais d'abord remercier Marc pour son invitation. Et puis en introduction, vous dire juste deux points. Le premier pour expliquer d'où je parle, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire juste pour vous dire qu'effectivement, je suis à l'heure actuelle directeur général délégué et directeur scientifique du Bureau de recherche géologique et minière. J'assure également les fonctions de PDG par intérim à l'heure actuelle. Et donc le Bureau de recherche géologique et minière, c'est un établissement public qui est en charge en fait de toute la connaissance, on va dire, de notre sous-sol, de ce qu'on a sous nos pieds. Alors, sous toutes ses composantes, donc la gestion de la ressource en eau, avec une actualité brûlante, comme vous le devinez, la gestion de toute la problématique de nos approvisionnements en ressources minérales. Donc là, c'est un sujet qui dépasse largement nos frontières, évidemment, puisque c'est l'approvisionnement, on le sait déjà, est largement fait par l'étranger. Également toute la question des risques naturels, donc sismiques, volcaniques, glissement de terrain, mais aussi adaptation face au changement climatique. Je pense à l'évolution du trait de côte. Et enfin, tout ce qui est usage du sous-sol par rapport donc, à la transition énergétique. Je pense notamment à tout ce qui peut être stockage de gaz divers et variés, stockage de déchets et aussi géothermie, qui a un potentiel de développement extrêmement important. Tu t'en parlais tout à l'heure. Vous savez sans doute qu'il y a un programme national qui a été lancé avec un potentiel à 100 TW d'ici 20 ans, donc pas sous forme électrique, mais sous forme pour tout ce qui est chauffage et refroidissement des bâtiments. Donc vous voyez, un établissement qui couvre beaucoup de choses, dont la partie ressources minérales, ça ne représente que 10% de notre activité, donc vous voyez, on est vraiment très vaste et on fait à peu près 1 millier de salariés. Dernier point pour dire que précédemment, moi j'ai toujours travaillé dans le milieu de la recherche, pendant 25 ans au CEA, dans différents postes, essentiellement autour de tout ce qui est recyclage, empreinte environnementale, gestion des matières. Et puis, mon dernier poste au CEA m'a conduit à être conseiller à l'ambassade de France à Pékin. Et donc, comme vous avez compris que la Chine est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, ça m'a donné l'occasion de voir tout ça de très près et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, quelle va être... donc j'ai prévu de structurer mon intervention selon quatre grands sujets, grands chapitres. Rappeler, mais ça a déjà été largement défloré par Marc, toute l'importance des métaux et des ressources minérales pour notre transition énergétique, avec la création de nouvelles dépendances. Vous donner quelques éléments qui est important d'avoir en tête sur la spécificité des approvisionnements de ces ressources, qui sont bien différentes de ce qu'on connaît sur le gaz et le pétrole. Rentrer un peu plus dans le détail sur finalement les technologies décarbonées dont on parle aujourd'hui depuis 1 heure et dont parle Marc depuis le début de son cours. C'est quoi les besoins qu'il y a derrière? C'est qui aujourd'hui les grands acteurs? Et puis à partir de là, parce que vous comprenez quand même qu'on arrive un peu dans une situation qui n'est pas simple pour notre autonomie et notre souveraineté, quelles peuvent être les solutions qu'on pourrait déployer pour essayer de reconquérir une autonomie. Alors, commençons donc tout de suite en rentrant dans le vif du sujet sur donc, cette nouvelle dépendance aux métaux, aux ressources minérales qui devient vraiment critique et centrale, je dirais, sur notre avenir. Alors, vous le savez tous, aujourd'hui, la transformation de notre système énergétique, notre transition énergétique au sens large, elle est tirée avant tout donc, par cette volonté extrêmement importante de vouloir limiter l'ampleur du changement climatique. Vous connaissez tous l'ambition de l'accord de Paris autour de 1,5 degré. Nul doute qu'on sera sans doute au-delà de ça, mais néanmoins, quoi qu'il en soit, il est important quelque part de casser cette courbe, vous voyez, d'augmentation de température qui est liée derrière à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et donc forcément de réussir à abattre ces émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde aujourd'hui comment est structuré notre mix énergétique mondial, et ça reprend, mais sous une forme différente, les données que vous a déjà présentées Marc, ce que vous voyez ici sur cette figure, c'est les grandes sources d'énergie à l'échelle mondiale, je dis bien. La taille de chacune de ces bulles représente la quote-part, le pourcentage dans le mix énergétique global. Vous voyez que le charbon, par exemple, est aux alentours de 29%. Et puis, c'est positionné selon deux facteurs, l'intensité carbone, donc les émissions de CO2. Donc, plus on est haut dans la figure, plus on émet de CO2. Et puis, le facteur de capacité que nous a bien détaillé Marc précédemment. Plus on est à droite, plus on est capable de produire une plus grande partie du temps, je dirais, de l'énergie avec ces moyens-là.
Donc vous retrouvez très clairement aujourd'hui le fait qu'on a un monde qui est dominé par ces énergies fossiles, qui ont certes l'avantage de pouvoir produire de l'énergie à peu près quand on veut, et c'est ça qui explique le mode de vie qu'on a aujourd'hui, mais qui ont l'inconvénient d'émettre beaucoup de CO2. Et donc évidemment, la transition énergétique qu'on a à gérer, c'est d'aller vers évidemment des énergies qui émettent beaucoup moins de CO2, mais comme vous le voyez, hormis le nucléaire, on a évidemment un impact important qui est un facteur de capacité qui est beaucoup plus faible et qui va conduire à développer un système énergétique beaucoup plus conséquent en taille, de manière à pouvoir produire avec un facteur de capacité moindre, une quantité d'énergie similaire. Et donc tout ça donne un peu les clés, évidemment, de toute cette transition dont on parle, en termes d'efficacité énergétique, mais aussi en termes d'énergie bas carbone, avec vous voyez, l'articulation indispensable entre nucléaire et énergie renouvelable. Et puis, c'était bien rappelé à l'instant, l'importance autour de ce système énergétique complexe, de prendre en compte de manière correcte tous les coûts masqués et, je dirais, l'infrastructure qu'il va y avoir autour, en termes de capacité de stockage pour gérer ces problèmes d'intermittence, et en termes aussi de gestion, de pilotage d'ensemble, et notamment de réseaux intelligents, de smart grid, comme on dit, qui peut être une solution pour gérer tout ça. Toutes ces solutions-là, que je suis en train de mentionner, sont des solutions qui sont extrêmement énergivores en métaux, et qui vont forcément, du coup, tirer les besoins, et c'est ça maintenant que je vais tâcher de vous présenter. Alors, je reviens tout de suite sur une figure, parce qu'elle présente bien le cœur du problème, qui a été présenté tout à l'heure par Marc, qui est tiré d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie de 2021, si je ne me trompe pas, dans lequel, ce que vous voyez, on va commencer par le bas de la figure, si j'ai un petit pointeur. Voilà, sur cette partie-là, vous avez ici les moyens de production d'énergie électrique, ici en l'occurrence. Et ce que vous voyez pour ces différents moyens, c'est leur intensité, si vous voulez, en ressources minérales, puisqu'ici on ne regarde que la partie métal, donc entre l'éolien offshore, onshore, le photovoltaïque, le nucléaire, le charbon et le gaz. Vous savez qu'aujourd'hui, la principale source de production d'électricité, c'est charbon et gaz. Donc, comme ça a été rappelé, vous savez qu'on veut aller vers des technologies décarbonées, en particulier, on fonde beaucoup d'espoir sur l'éolien offshore, notamment en France. Et donc, quand vous comparez finalement ces deux extrêmes, vous voyez qu'on a quand même une augmentation d'un facteur 6 de la quantité de métal qui est mobilisé par mégawatt installé. Je dis bien par mégawatt installé, c'est-à-dire que ça, il faut le corriger du facteur de capacité qui, et ça a été rappelé là aussi précédemment dans cette matinée, diffère d'un facteur 3 à 4 entre les deux. Donc on est en train de parler, l'air de rien, d'un facteur, on va autour d'une vingtaine. Donc ça veut dire qu'il y a 20 fois plus de métal dans un kilowattheure qui provient d'énergie renouvelable que de métal dans un kilowattheure qui provient d'énergie thermique, disons. Et donc tout ça, évidemment, ça va être extrêmement significatif et surtout extrêmement exigeant dans si on veut réussir à déployer cette transition. Et alors ce que vous voyez, je ne vais pas le détailler parce que je viendrai plus loin, c'est qu'en plus les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc les métaux ne sont pas les mêmes. Donc ce n'est pas juste on amplifie des métaux actuels, on va aussi aller chercher des métaux qu'on ne mobilisait pas forcément aujourd'hui dans nos technologies. Il y en a un que vous connaissez tous parce qu'il est à peu près tous les jours dans les journaux, c'est le lithium par exemple. Et alors ce que je vous dis là sur la génération d'électricité, c'est la même chose sur les usages. Regardez ici sur un véhicule, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, vous retrouvez, c'est un concours de circonstances, mais un facteur 6 là aussi à peu près. Donc votre véhicule électrique aujourd'hui, il a 6 fois plus de métal que si vous utilisez votre véhicule thermique historique, si vous me permettez l'expression. Et donc là aussi, si tout le monde veut un véhicule de la même manière qu'aujourd'hui, on a un petit souci derrière pour répondre à la demande. Alors tout ça conduit à des prévisions, là toujours tirées de ce rapport AIE, qui sont extrêmement impressionnantes, j'ose le terme. Vous avez ici les besoins estimés en 2040 comparés à 2020, et vous voyez qu'on est en train de dire qu'il nous faudra 40 fois plus de lithium en 2040 qu'en 2020, qu'il nous faudra une vingtaine de fois plus de graphite, de cobalt, de nickel, et 7 fois plus de terres rares. Et donc, évidemment, on va y revenir dans quelques instants, mais la question va être est-on en mesure de répondre à cette demande en temps et en heure, ou est-ce que finalement, ces scénarios énergétiques qu'on nous présente et qu'on essaie de développer, finalement, vont peut-être se heurter finalement à la réalité de la difficulté de ces approvisionnements. Alors, ça, c'était un zoom pour vous montrer l'ampleur du problème. Autre manière de présenter les choses, de quoi on a besoin ?
De quoi on a besoin? Vous avez ici un tableau de Mendeleïev, donc l'ensemble des éléments chimiques présents sur Terre. Et ce que vous voyez, toutes les cases qui sont colorées, c'est des éléments dont on a besoin pour la transition énergétique. Alors, ça peut être pour du stockage, hein, par exemple en bleu, ça pourrait être pour la production et le transport d'électricité, en jaune, pour le photovoltaïque, en vert, etc. Je ne vais pas forcément tous les détailler, mais on aura l'occasion de revenir sur chacune des technologies et de parler de quels sont ceux qui sont les plus critiques. Mais il y a un point qui est extrêmement important, c'est que vous voyez déjà qu'on on ne parle pas de 2-3 éléments, on ne parle pas juste de lithium, terres rares, nickel, cobalt. On parle d'une palette d'éléments qui est extrêmement diversifiée et dont certains ont peut-être, des besoins qui sont très limités en termes de quantité, mais qui ont néanmoins un rôle essentiel pour que les matériaux, les systèmes et les fonctions qu'on souhaite leur donner. Alors, on a coutume de dire qu'il va falloir qu'on sorte du sous-sol autant de ressources minérales d'ici 2050 que ce qu'on a sorti l'humanité depuis le démarrage de l'âge du cuivre ou de l'âge du fer. Donc ça vous donne une idée de l'accélération de l'histoire sur ce sujet-là, de l'accélération des besoins et de l'ampleur du défi qui est devant nous, parce que je crois que c'est bien un défi qu'on a quelque part à relever. Alors permettez-moi de faire un petit passage, je dirais, sur un sujet qui n'est pas directement au cœur de la transition énergétique, mais qui là aussi quelque part renchérit le problème, si vous me permettez l'expression, qui est celui de la transition numérique, qui est tout aussi importante dans nos sociétés et qui est en fait tout aussi gourmande en métaux. Parce que Internet, ce n'est pas des satellites, Internet, c'est avant tout des réseaux de câbles sous-marins qui nécessitent, certes, c'est des fibres optiques, mais derrière, vous avez du cuivre, vous avez du germanium, vous avez, etc., tout un tas d'éléments, donc ce n'est pas anecdotique. Vous savez tous qu'on produit de plus en plus de données. La courbe à droite, en haut, vous le présente de manière explicite. Derrière chacun des fichiers, des images qu'on a les uns et les autres, il y a des data centers qui nécessitent des semi-conducteurs, qui nécessitent tout un tas de choses. Donc là aussi, c'est des ressources minérales à mobiliser. Nos fameux smartphones, dont on est tous friands, moi le premier, je vous rassure, sont extrêmement concentrés en métaux. Ils sont plus concentrés que la plupart des minerais qu'on va chercher dans le sous-sol. Hein. Donc, que ce soit... et donc, évidemment, là aussi, il faut tout un tas d'éléments pour pouvoir les fabriquer. Et puis, le numérique, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, on estime que le numérique, c'est 5% de l'énergie mondiale. Certains experts nous disent que d'ici 2040, 2050, on sera aux alentours de 20%, ce que vous montre la figure là-bas. Peut-être qu'on aura des ruptures technologiques, le quantique ou d'autres, qui feront que ça ne sera pas 20%, mais c'est une part très significative de la consommation énergétique mondiale. C'est plus important que la consommation énergétique de notre pays, par exemple, à l'échelle du pays, à l'échelle du monde. Donc c'est tout ça. Évidemment, quand on sait que derrière chaque kilowattheure, il faut aussi des ressources minérales, il y a une sorte d'effet boule de neige qui vient amplifier l'ampleur des besoins. Et puis dernière chose, c'est que quand on reprend notre fameux tableau de Mendeleïev et que je regarde quels sont les besoins pour la transition énergétique et pour la transition numérique, il y a une bonne superposition quand même. C'est-à-dire vous avez à peu près, quand on cumule les deux tiers des éléments chimiques dont on a besoin aujourd'hui. Et vous voyez que sur l'ensemble de ces besoins dont on a besoin, on en a à peu près là aussi les 2 tiers qui sont communs entre transition énergétique et transition numérique. Donc on risque d'aller aussi vers des conflits d'usage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de ressources pour répondre à tout, on aura peut-être des choix cornéliens à faire. Quand je dis nos sociétés auront peut-être des choix cornéliens à faire face à tout ça. Donc, tout ça pour finalement résumer un peu la situation telle qu'on la vit, nous, je dirais, dans le monde des ressources minérales. C'est que finalement, on voit aujourd'hui que sous l'effet de 3 moteurs importants, un historique qui est celui de la croissance de nos sociétés, tiré par la croissance de la population aussi, ne l'oublions pas, et 2 qui sont nouveaux, qui sont cette transition numérique et cette transition énergétique, on a une explosion aujourd'hui des besoins en ressources minérales, des besoins en métaux, et c'est une explosion en quantité, cette courbe exponentielle veut bien dire ce qu'elle veut dire, une explosion aussi en termes de diversité des éléments. Vous voyez que le monde, il y a 200 ans, il reposait sur 5-6 métaux. Le monde d'aujourd'hui, il repose sur les 2 tiers des éléments chimiques qu'on connaît. Et je suis bien persuadé que si je refaisais cette présentation dans 20 ans, on aurait l'intégralité du tableau de Mendeleïev qui serait mobilisé. Donc, et c'est le sens, quelque part, je dirais, de l'histoire. Mais il faut bien avoir ça en tête. Évidemment, ça va être extrêmement demandeur. Alors, un petit mot maintenant sur, avant de rentrer sur les besoins à proprement parler des technologies, quelques mots un peu génériques sur les filières d'approvisionnement qui permettent de comprendre, je dirais, un certain nombre d'éléments qui sont assez structurants. Le premier, c'est que le principal enjeu qu'on a à résoudre, c'est de réussir à ajuster, comme vous l'avez compris, l'offre à la demande. On a une demande qui explose très rapidement, parce qu'on veut faire notre transition rapidement, et donc est-on capable de produire en temps et en heure ces ressources dont on a besoin.
Première chose, quand on regarde la figure à gauche, hein, donc ici c'est le cas du cuivre, hein, mais on aurait pu prendre d'autres éléments, ça aurait été pareil. Vous avez la production avec les mines déjà en service, hein, qui correspond à la partie basse de la figure, avec la partie claire, c'est les mines qui sont en projet. Et puis quand on regarde les scénarios aujourd'hui énergétiques, alors plus ou moins ambitieux, je vous passe le détail, mais ça correspond aux deux courbes. Et donc vous voyez tout de suite qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec les mines actuelles et les mines en projet, sur le cuivre, à la fin de la décennie, on va avoir un petit problème, au sens où il n'y en aura pas assez de disponibles pour répondre à l'intégralité des besoins. Et je vous le dis sur le cuivre, mais vous verrez tout à l'heure, nickel pareil, cobalt aussi, etc. Deuxième chose, c'est que quand on regarde la réalité de la production et des réserves, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la production qu'on lit à droite, donc elle est aux alentours de 20 millions de tonnes, là où les réserves sont aux alentours de 750 millions de tonnes. Donc ce n'est pas un problème de réserve, ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas assez de matière sur Terre, c'est un problème de capacité à sortir en temps et en heure ces ressources pour les rendre disponibles pour les applications qu'on souhaite mettre en œuvre. Et donc ça c'est un point important, et c'est un point d'autant plus important qu'à côté de ça, on a aussi une complexité qui s'accroît, parce qu'évidemment, vous imaginez bien, les gisements qui étaient à la surface, très concentrés, etc., on n'a pas attendu pour les exploiter, et nos ancêtres les ont exploités depuis bien longtemps. Donc les gisements qu'il va falloir qu'on exploite demain, c'est plus profond, c'est moins concentré, donc ça demande plus d'efforts, d'énergie, d'eau, tout ce que vous voulez, et donc forcément, ça va avoir un coût plus important. Enfin, vous voyez tout de suite la complexité qui va apparaître derrière tout ça, liée à la nécessité d'aller vers donc une production beaucoup plus conséquente. Deuxième point important, c'est que les prix des matières premières, c'est un sujet qui est hautement spéculatif, qui joue pas mal au yo-yo. Vous avez ici les évolutions toujours du cours du cuivre. Hein. Vous voyez sur la période début des années 2000, en gros, sur une vingtaine d'années. Donc vous voyez des évolutions qui sont tout à fait significatives. Et donc il y a un point qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que contrairement au pétrole et au gaz qu'on trouve dans des lieux bien définis, en gros, les métaux, il y en a partout. Il y en a partout, mais la question, ça va être de trouver l'endroit où ils sont suffisamment concentrés pour que ça soit économiquement rentable de l'exploiter. Et donc, si le cours du métal, je prends le cuivre, si le cours du cuivre il monte ou il descend, les zones qui sont intéressantes à exploiter, elles vont changer. Si le cours du métal est très haut, vous pouvez aller chercher un endroit où c'est très dilué. Et donc, vous avez beaucoup de réserves d'un seul coup. Si vous avez beaucoup de réserves, le cours il va rebaisser. Et à ce moment-là, il y a des endroits où vous dites « Ah ben non, là, c'est pas rentable, je n'exploiterai pas ». Et donc, en fait, il y a un couplage très étroit et permanent entre le cours des matières et la réalité de ce que vous êtes capable d'aller chercher de manière économiquement rentable. Et tout ça explique en partie aussi ce jeu de yo-yo qu'on a sur les cours, et cette difficulté aussi à appréhender quelque part quelle est la réalité de ce qu'on sera capable d'aller chercher en temps et en heure. Alors, une fois que vous avez sorti une ressource, l'aventure ne fait que commencer en fait. La mine, ce n'est que le début d'un long chemin, d'une longue chaîne de transformation, qui va être, vous allez le voir dans un instant, assez longue et souvent répartie aux quatre coins du globe. Alors, je vous ai pris ici un cas qui est un des plus simples, qui est celui du lithium. Donc, on a deux grands types d'origine pour le lithium. Soit ça vient de saumure, en particulier dans les grands salars de l'altiplano bolivien ou argentin, donc en gros de l'eau de mer, si vous voulez, historique qui s'évapore, et donc on concentre les sels. Et en fait, du coup, évidemment, il n'y a pas de roche à broyer, il n'y a pas de trou à creuser, c'est quand même assez simple en termes de... Il reste que la partie transformation chimique. Mais on peut aussi trouver du lithium sous forme de roche dure, où là, il va falloir qu'on commence par creuser une carrière, creuser une mine, broyer la roche, etc. Donc, qui est une partie extrêmement importante. On dépense à peu près 50% de l'énergie sur cet aspect creusement-broyage, donc il faut avoir ça quand même en tête. Et puis après, on retombe évidemment sur la même chose, sachant qu'une fois que vous avez fait un lithium purifié, encore faut-il le mettre sous la bonne forme pour qu'après, vous puissiez envisager de faire une cathode, un électrolyte, une batterie, etc. Et finalement, l'optimisation de nos sociétés a conduit à ce que ces différentes étapes, vous imaginez peut-être que tout ça, ça a lieu au même endroit, mais pas du tout. Pas du tout, et en fait, les pays se sont un peu spécialisés en fonction des sujets sur lesquels ils ont investi, des sujets sur lesquels ils sont économiquement performants. Et donc, en fait, il faut s'imaginer que quand vous passez d'une étape à une autre, assez souvent, hormis la partie creusement et broyage qui est sur la mine, vous allez pouvoir passer d'un bout à l'autre du monde, et donc vous vous retrouvez avec des chaînes de transformation qui sont assez complexes. Donc si je continue sur l'exemple de mon lithium, c'est ce que vous retrouvez sur la figure. Donc vous avez ici une figure qu'on appelle un diagramme de Sankey, où vous avez en fait l'épaisseur des flèches représente l'importance du flux.
Donc ça, c'est tout ce qu'on sort quelque part du sous-sol. Donc on a une partie, c'est ce qu'on appelle des tailings, hein, des déchets parce qu'ils ne sont pas assez concentrés, mais ils contiennent quand même du lithium, vous voyez, de manière assez conséquente. Et puis après, donc ils restent en général sur les sites des mines, voire dans les mines souterraines, on remplit les galeries. Et puis, vous voyez ces différentes étapes de transformation, jusqu'à par exemple les batteries, c'est l'usage ici du lithium tout en haut. Donc vous voyez que c'est un tout petit flux par rapport à ce qu'on sort du sous-sol. Et puis vous voyez ces différents drapeaux en haut, hein, parce que en fait, chacune de ces étapes a lieu dans des pays différents. Et donc, si vous voulez maîtriser, continuons sur l'exemple de notre lithium, on souhaite maîtriser l'approvisionnement en lithium pour les batteries de nos véhicules en Europe. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement maîtriser la mine, c'est maîtriser toutes ces étapes, tous ces transports, toute cette logistique pour, in fine, être capable de garantir que vous avez bien votre lithium qui arrive ici, dans votre gigafactory, pour construire votre batterie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains véhicules en Europe, vous avez du lithium qui a peut-être parcouru plus de 50 000 km avant de rentrer dans votre batterie et de commencer à pouvoir rouler, enfin vous faire rouler, en l'occurrence, faire rouler votre véhicule, avec évidemment un coût CO2 que vous devinez qui est relativement important. Donc, deuxième message important sur ces matières ressources minérales, c'est en fait pas uniquement une question de mine, c'est une question de ce qu'on appelle de chaîne de valeur, de chaîne de transformation. Et connaître ces chaînes de transformation, c'est déjà un défi en tant que tel. Parce que c'est extrêmement complexe. Encore une fois, j'ai pris un exemple très simple. Autre point que je voulais aussi, en termes là aussi généraux, vous présenter, c'est que en fait, si vous cherchez un certain nombre des éléments chimiques dans le sous-sol, vous n'allez pas les trouver tout seul. Et vous n'irez même en fait jamais les chercher tout seul parce qu'ils sont trop dilués et ce n'est pas rentable de les exploiter. Et donc en fait, c'est ce qu'on va appeler du coup des produits secondaires, si vous voulez. Et ces produits secondaires, en fait, ils sont assez importants par rapport aux vrais produits primaires qui sont ceux qui vont justifier l'existence et l'ouverture d'une mine. Donc c'est ce que vous voyez sur cette figure. En fait, les métaux primaires qui sont suffisamment concentrés pour quelque part tirer la mise en place, l'ouverture d'une mine, hein, vous voyez, ils sont au nombre d'une douzaine, c'est ce que vous voyez dans le cercle bleu foncé au centre. Hein. Donc on va retrouver les grands métaux historiques, hein, le cuivre, le nickel, le fer, l'aluminium, etc. Et puis avec eux, ils ont un certain nombre d'éléments traces hein, qui sont ici présentés donc, en fonction des concentrations décroissantes. Hein. Je ne vais pas détailler tout dans le détail, mais le message que je voulais vous faire passer et qui est extrêmement important, c'est que je prends un exemple qui est le gallium. On en reparlera tout à l'heure. Le gallium, il y en a dans les panneaux photovoltaïques. C'est une pote de perlimpinpin, on n'en met pas beaucoup, mais s'il n'est pas là, votre panneau photovoltaïque, il ne va pas produire beaucoup d'électricité. Donc on est typiquement dans un cas où on a besoin pas beaucoup de quelque chose, mais n'empêche c'est indispensable. Le gallium, il n'y a pas de gallium tout seul sur Terre, quoi. Le gallium, il est dans l'aluminium. Donc en fait, si vous voulez avoir du gallium pour faire des panneaux solaires, il faut que vous ayez des mines d'aluminium qui fonctionnent, première étape, et une usine de transformation qui est capable de séparer le gallium, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça veut dire que maîtriser le flux de gallium pour maîtriser par exemple la production de panneaux photovoltaïques, ça revient à dire, en fait, il faut aussi qu'au passage, je maîtrise la production d'aluminium, les usines de transformation d'aluminium, et en fait, par ce biais, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que toutes les chaînes de valeur qui sont déjà complexes de manière unitaire sont couplées les unes aux autres. Le cobalt, dont on parle souvent, par exemple, une mine de cobalt, ça n'existe pas. Le cobalt, vous l'avez ici, il est soit avec le cuivre, il est soit avec le nickel. Et donc, si pour une raison X, Y, vous arrêtez de sortir du cuivre et du nickel, bon, ça risque pas de se produire, mais c'est une cas théorique, vous n'auriez plus de cobalt, même si les usages sont radicalement différents. Et donc, en fait, voilà, toute cette complexité qui est extrêmement importante, et alors que vous retrouvez ici de manière un peu synthétique, hein, j'ai repris ce fameux tableau de Mendeleïev, et plus la couleur est rouge, plus l'élément, on le trouve uniquement sous forme donc, de produit secondaire, c'est-à-dire qu'il est lié à un autre élément, et si vous voulez maîtriser cet élément qui vous intéresse, il faut en fait maîtriser la chaîne de valeur de cet autre élément. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont dans les couleurs chaudes, hein, jaune et rouge. Et donc, ça veut dire que sur lequel on va avoir quand même ces couplages et donc ce qu'on appelle, les spécialistes appelleraient l'inélasticité de l'offre. Alors, venons-en maintenant à proprement parler aux technologies qui sont celles qui intéressent la transition énergétique. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai passé en revue un certain nombre des grandes technologies dont on parle depuis ce matin, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Je n'aurai pas forcément le temps de les passer tous, hein. Donc vous m'en excuserez, mais je pense que les slides seront à disposition de chacun d'entre vous, et donc vous pourrez aller, je dirais, y jeter un œil pour ceux que ça intéresse. Alors je commence par l'éolien, parce qu'on a bien compris que c'était effectivement un de ceux qui s'était fortement développé historiquement, et sur lequel il y a encore un potentiel de croissance assez fort, hein. Donc je vous ai mis systématiquement sur la gauche, vous voyez les prévisions de croissance. Alors c'est tiré là d'un dernier rapport qui a été publié par l'Union européenne, hein, c'est le Joint Research Center, donc les centres de recherche communs de l'Europe,
qui a publié ça mi-mars, en même temps qu'un projet de directive sur les métaux critiques. Hein. Et donc, c'est des données toutes récentes. Et donc, vous avez ici les prévisions de croissance à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et à l'échelle chinoise. Donc, ici, en l'occurrence, entre du onshore et du offshore. Et puis, vous verrez dans un instant qu'il y a deux, je vous l'expliquerai, il y a deux scénarios. Ce qui s'appelle le LDS, c'est celui qui... Je ne sais plus en quel sens ça marche. Donc, le HDS, ça doit être celui qui est le plus ambitieux, et le LDS, celui qui est le moins ambitieux. Et donc, ce qu'on... Oui, je pense, oui. Je l'ai sur ma slide d'après. Alors, ça a déjà été dit par Marc, hein, mais il faut avoir bien en tête, parce que, attention, les échelles ne sont pas les mêmes, hein, qu'en fait, vous allez voir systématiquement, le paysage mondial est tiré par la Chine. Et quand vous voyez ici, on regarde en 2050, il prévoit d'avoir 2500 gigawatts sur un total mondial aux alentours de 7500. Donc un tiers du parc mondial serait en Chine. Et ils ont d'ores et déjà des parcs qui sont juste hallucinants. Quand on va se balader dans le fin fond de... Ils sont en train de remplir leur désert d'éoliennes et de panneaux solaires, hein, donc c'est pas compliqué. Et comme ils en ont pas mal quand même en Asie centrale, ça fait tout de suite des sommes qui sont importantes. Alors, revenons à notre question, à notre sujet des ressources minérales. Donc, vous connaissez tous le schéma d'une éolienne dans son principe. Hein. En fait, ce qui va nous intéresser quand on regarde les métaux, c'est la partie générateur, hein, notamment, qui est donc située dans la nacelle. Et dans ce générateur, hein, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme dans un moteur électrique d'ailleurs, on va avoir des aimants, souvent des aimants qui sont des aimants permanents, et qui vont être faits avec des alliages de néodyme, fer, bore, et avec des terres, ce qu'on appelle les terres rares, qui sont des éléments chimiques parmi les plus lourds de ceux qu'on peut croiser sur Terre, et qui sont extrêmement importants parce qu'en fait, c'est eux qui vont vraiment contribuer, notamment les terres rares lourdes, à donner des propriétés magnétiques fortes. Et donc, vous voyez notamment apparaître ici le dysprosium, hein, le praésodyme aussi. En fait, donc, vous retrouverez ces petits schémas de manière un peu systématique. Ceux que vous voyez apparaître en rouge foncé, c'est ceux qui sont stratégiques, hein, et tous ceux qui sont en rouge un peu plus clair, qui sont critiques. Les deux sont importants pour nos filières. Les critiques sont ceux sur lesquels on a des risques de rupture d'approvisionnement qui sont plus rapides que les autres. Alors, vous avez des illustrations ici mais ça a déjà été donné, je dirais, par Marc précédemment, hein, sur le fait que, voilà, effectivement, par mégawatt installé, il faut beaucoup de métal sur une éolienne, et même sans parler je dirais, du mât et de la partie infrastructure. Alors, aujourd'hui, donc, quand on regarde quels sont les éléments effectivement les plus critiques, hein, alors c'est ici une classification, c'est une échelle arbitraire, hein, dont vous trouverez l'explication, mais qui combine un certain nombre de critères en termes de disponibilité de la ressource, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est ces terres rares, hein, et qu'on va voir sortir en premier, et qui sont indispensables, encore une fois, pour faire ces aimants permanents. Et donc aujourd'hui, quand on regarde cette figure, vous allez la retrouver là aussi plusieurs fois, comment elle se présente. Vous avez ici les différents éléments chimiques les plus importants, hein, ceux qu'on trouve ici en haut, qui sont présentés avec les prévisions de consommation annuelle pour les éoliennes, hein, ici uniquement, 2030-2050, comparé à la consommation 2020. Donc vous voyez qu'évidemment, il y a une croissance qui est assez significative, et avec deux types de scénarios. Un scénario low demand qui est sur la gauche, hein, le LDS dont je parlais tout à l'heure, et un scénario high demand qui est sur la droite, hein, donc, qui est plus ambitieux. C'est notamment celui qui permettrait de tenir le 1,5 degré d'objectif climatique, hein, qui est sur la droite. Donc systématiquement, la partie droite de la figure, hein, sera évidemment plus importante que la partie gauche. Et puis je vous ai remis ici, pour que vous ayez, sans avoir à chercher le détail, les facteurs multiplicatifs sur le scénario high demand, donc celui le plus ambitieux pour 2050, par rapport à la consommation 2020. Donc vous voyez déjà, on est en train de dire que partout, il faut que ça augmente d'un facteur 5 à 6 en consommation annuelle. Hein. On ne parle pas en stock. Sachant que tout ça, c'est comparé à la production mondiale qui ne sert pas forcément que pour cet usage-là. Donc c'est ce que vous voyez sur l'échelle en bas ici, hein. Donc vous voyez que par exemple, si on veut faire x5 sur le terbium, hein, qui est une terre rare, ça veut dire que non seulement il faut faire x5 d'ici 2050, hein, mais c'est 3 fois la production mondiale actuelle. Tout usage confondu, parce que ça ne sert pas que pour ça. Donc vous imaginez l'amplification qu'il va falloir faire en termes de production, ou alors on dit que ça ne sert plus qu'à ça et on arrête tout un tas d'autres choses. Y compris dans notre vie de tous les jours, sur notre smartphone. Hein, typiquement, le terbium, il y en a dans notre smartphone, donc on arrête les smartphones parce qu'on fait des éoliennes, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous montrer du coup l'ampleur de la demande. Hein, et donc vous voyez, si je reviens sur cette figure-là, hein, qu'effectivement, on est sur des augmentations systématiques, hein, qui sont de facteur 5 à 6 à peu près, et notamment sur ces terres rares, hein, qui sont des éléments évidemment particulièrement critiques.
Quand on regarde aujourd'hui, qui c'est qui assure la production de tout ça? Alors, vous avez différentes étapes. Hein. On retrouve nos chaînes de valeur très simplifiées. Donc, la production de matières premières, en gros la mine. On transforme les matières premières, on fabrique les composants élémentaires, on les assemble et à la fin, on a notre produit fini, donc ici, notre éolienne. Vous voyez clairement, et vous allez le voir sur toutes les figures, hein, qu'on a, comme je le disais, l'éléphant au milieu de la pièce en introduction, c'est-à-dire la Chine, qui est un acteur extrêmement important, avec là un cas quand même, soyons clairs, qui nous est assez favorable. C'est un des cas qui nous est le plus favorable. C'est-à-dire que sur les éoliennes, effectivement, vous voyez qu'un tiers du marché mondial, en tout cas sur les produits finis, est fait par des acteurs européens. Mais attention quand même si on a un tiers des fabricants d'éoliennes, on maîtrise que 2% de la production des matières premières. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite fragilité intrinsèque, même si c'est des entreprises européennes à la fin. Et en termes d'acteurs, hein, vous retrouvez ici les grandes entreprises classées, c'est le top 10. Hein, alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas exactement les mêmes chiffres, mais bon, c'est pas très grave. C'est à peu près la même chose. Mais vous voyez, la couleur rouge domine, hein, je vous passe le détail. Effectivement, hormis GE côté US, Vestas côté Danemark et Gamesa côté espagnol, sinon ce ne sont que des entreprises chinoises. Donc aujourd'hui, développer l'éolien, ça a beaucoup de vertus, c'est évident, mais ça aussi pose beaucoup de questions en termes de souveraineté, en termes de création de liens de dépendance avec la Chine en l'occurrence, ici. Oui, ça change très vite, je suis d'accord avec toi. Puis ça dépend si c'est aussi l'installation ou la production, enfin bon. Alors un petit zoom, parce que c'est un sujet qui est particulièrement important sur les terres rares. Si je fais un travelling arrière, 1985, les 2 tiers des terres rares mondiales étaient produites à La Rochelle. L'usine existe encore. C'était Ron Poulenc à l'époque. Entre-temps, désindustrialisation de la France quand même, soyons clairs, plus ou moins organisée. Durcissement évidemment de la réglementation environnementale, tout ça a fait que les opérateurs industriels ont évidemment trouvé beaucoup plus intéressant, et les clients finaux aussi, parce que ça faisait des produits moins chers, d'envoyer tout ça dans des pays à bas coût de main-d'œuvre et avec moins de contraintes, donc en l'occurrence la Chine. Paysage aujourd'hui, radicalement différent. Vous voyez que je vais direct sur cette petite figure ici. Quand on regarde la production des terres rares, c'est 70% en Chine. La purification, qui est l'étape critique, c'est 90% en Chine. Fabrication des alliages, c'est 90%. La fabrication des aimants permanents, c'est 90%. Donc en 40 ans, la Chine a réussi à rentrer dans ces chaînes de valeur, d'abord par la mine, et à remonter les chaînes de valeur pour aller vers les étapes où il y a le plus de valeur ajoutée, qui sont les étapes de purification. Et aujourd'hui, elle est en position de monopole sur ces étapes de transformation. Et là, c'est un cas emblématique, parce qu'on maîtrisait cette chaîne de valeur il y a 40 ans et qu'on a laissé ça partir en Chine. Ce que je vous raconte là, j'y passe un peu de temps, parce qu'en fait, on va le retrouver sur tous les sujets. Et c'est une stratégie politique affirmée, écrite, etc. des Chinois. Ce n'est pas juste le fait du hasard. Donc on a le droit de ne pas être naïf et de regarder la réalité en face quand même. Hein. Et je vous le dis pour avoir vécu un certain temps là-bas. Alors, photovoltaïque, on a dit qu'aussi, là, c'était un de ceux qui est le plus en croissance. Hein. Alors, là aussi, vous voyez, regardez les prévisions de croissance côté chinoise. Hein. Donc, on parle de quelque chose autour de 11 000 gigawatts à l'échelle mondiale, dont 3 000, 3 500 seraient chinois. Donc là aussi, ils sont en train de développer des parcs colossaux. Hein. Ils ont les fameux parcs Panda, là, je vous ai mis la photo parce que c'est assez rigolo. L'air de rien, c'est des parcs de 100 MW crête, c'est des trucs énormes. Ça fait 1 km². Hein. Donc c'est quand même des surfaces gigantesques. Et ils sont en train d'en construire 100 comme ça. Hein. Oui, c'est toujours XXL hein, en Chine, il faut avoir ça en tête, ils aiment bien. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc, en termes d'éléments critiques, hein, ce que vous allez retrouver, c'est évidemment, on a parlé tout à l'heure, hein, le silicium, hein, qui est le semi-conducteur, je dirais, de base, hein, qui assure l'architecture. Mais en fait, même si on dit que c'est du silicium, il faut bien avoir en tête que ce silicium, il faut le doper. Il faut ajuster ses propriétés, il faut le rendre plus performant. Et plein de labos de recherche, ils travaillent tous les jours pour que ça soit encore plus performant que ça n'est aujourd'hui. Et donc, qui dit dopage, dit en fait, on va introduire une série d'autres éléments. Donc, on va mettre du bore, du germanium, du gallium, etc. Encore une fois, c'est trace de perlimpinpin, mais si ce n'est pas là, vous avez une performance qui est radicalement différente. Et donc, c'est indispensable. Et donc, il faut bien avoir en tête que voilà, ces histoires de métaux critiques, ce n'est pas forcément que des problèmes de grande quantité de matière. Ça peut être des fois des éléments qui sont en trace, mais qui jouent aussi un rôle critique. Et puis, n'oublions pas, je le mentionne à ce niveau-là, mais vous le retrouverez systématiquement, il faut conduire l'électricité. Il suffit juste de la produire. Donc, on a un problème de conducteur électrique dans tout ça après, puisqu'on électrifie tout. Donc vous savez que c'est essentiellement le cuivre aujourd'hui. On commence à faire on fait de l'aluminium aussi sur la haute puissance. Mais donc ça veut dire que les besoins en cuivre, j'en ferai un petit zoom spécifique là-dessus, ils vont aussi exploser.
Alors de la même manière que ce qu'on a vu précédemment, vous retrouvez ici les éléments plus critiques. Donc vous voyez, justement, c'est les éléments d'alliage ou de dopage qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus importants en quantité, mais qui sont ceux qui sont vraiment fondamentaux et sur lesquels c'est là où on a le plus de risques finalement de rupture des chaînes d'approvisionnement. Vous avez à nouveau les évolutions de la production nécessaires, encore une fois, que pour le photovoltaïque, parce que vous allez retrouver des éléments qui sont les mêmes, par exemple le cuivre. Vous voyez qu'on parle du cuivre ici, mais en fait, on parle du cuivre à chaque fois. Donc là, c'est juste le besoin en cuivre pour le photovoltaïque qu'il faut multiplier par 4. Donc quand vous cumulez le cuivre pour tous les usages, ça fait des choses assez importantes. Et puis le gallium dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, vous voyez qu'il va falloir qu'on multiplie par 50 la production de gallium si on veut réussir à faire la croissance du parc photovoltaïque telle qu'elle est prédite aujourd'hui et telle que Marc nous a rappelé qu'il y avait effectivement une volonté industrielle forte et politique pour le développer. Alors, en termes là aussi de comment on se situe, vous retrouvez toujours la même logique, ces 4 étapes, les matières premières, la transformation, la fabrication des composants et la fabrication des panneaux photovoltaïques. Et vous voyez là très clairement la domination de la Chine qui, effectivement, aujourd'hui domine le marché des panneaux photovoltaïques. C'est vraiment le fruit d'une stratégie sur 20-30 ans de sa part, au moins sur les panneaux, je dirais, de génération actuelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ayant un marché d'1,3 milliard, et une économie qui n'est quand même pas complètement libérale, soyons clairs, en fait, leur stratégie, elle est très claire, c'est qu'ils développent des champions nationaux dans une période où ils ferment les frontières, histoire d'éviter qu'il y ait trop de concurrence externe. Sur un marché des 1,3 milliards, vous avez le temps quand même de faire émerger des entreprises qui sont devenues ultra compétitives parce qu'elles se sont battues contre les voisins. En général, il en émerge 1, 2, voire 3, mais enfin un nombre limité, et à ce moment-là, ils ouvrent les frontières, ils ouvrent leur marché, ils disent venez vous aussi installer des produits en Chine, mais surtout, ils envoient leurs champions à ce moment-là vers l'international, à l'export. Évidemment, ils sont imbattables. C'est comme ça qu'ils ont réussi à étouffer tous les fabricants de panneaux solaires photovoltaïques, je vais y arriver, de première génération en France, oui, même en Europe, et qu'aujourd'hui, ils dominent l'essentiel du marché. Alors sur les générations plus modernes, l'histoire reste à écrire, mais là aussi, il faut anticiper qu'ils sont dans la même logique. Et quand vous regardez aujourd'hui les fabricants de panneaux, à part First Solar qui est un Américain, ce ne sont que des Chinois. Donc le développement du solaire en Chine, en France aujourd'hui, en Europe, partout dans le monde, c'est en fait une manière de subventionner la Chine de manière, je dirais, indirecte. Dernier point, et puis après j'en passerai aux conclusions sur qu'est-ce qu'on peut faire face à ce paysage qui peut paraître un peu désespérant. Sur la partie mobilité électrique, parce qu'on a vu que c'était un enjeu extrêmement fort, la mobilité c'est le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre, et on connaît tous la stratégie européenne d'aller vers le tout électrique. Donc derrière il y a 2 enjeux importants, il y a la partie moteur électrique, dont retenez en gros que, on va dire, c'est comme les éoliennes, en ce sens que, mais sauf que c'est en sens inverse, mais il faut des aimants permanents, et donc on a des problèmes de terres rares, et je vous en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Sur la partie batterie, donc la partie batterie, sur les technologies de référence actuelles, je dirais un mot dans un instant pour dire qu'elles peuvent évoluer. On est sur des technologies, donc Li-ion, donc avec un électrolyte qui va permettre le transfert des charges qui est du lithium, et puis donc 2 électrodes, cathode et anode, qui sont donc pour l'anode du graphite, mais c'est pas du graphite pur là aussi. On a ajusté ses propriétés, donc il y a tout un tas d'éléments de dopage qui permettent donc d'avoir du graphite fonctionnalisé, mais qui sont avec des éléments qui sont importants. Et puis donc du côté de la cathode, les fameuses cathodes, ce qu'on appelle NMC pour nickel, manganèse, cobalt, qui sont aujourd'hui celles qui ont la référence, mais avec vous voyez des évolutions, c'est-à-dire que quand vous regardez vous avez ici le pourcentage des différents types d'électrodes entre 2018 et 2025, donc c'est quand même sur une période assez courte. Et vous voyez que ça change quand même considérablement. Alors retenez que tous ceux qui sont bleus, c'est les mêmes technologies, mais c'est juste la proportion des matières qui change. En gros, le cobalt, vous allez voir dans un instant, on est fortement dépendant d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui n'est pas le pays le plus stable au monde. Et donc, il y a une volonté assez claire de réduire la part de cobalt. Donc, c'est pour ça que vous voyez le bleu foncé qui s'effondre. Mais donc, forcément, on compense par les autres. Et puis, vous voyez qu'il y a des chimies alternatives. Et ça, c'est sans parler de tout ce qu'il peut y avoir dans les labos. Et je sais qu'il y a des cours ici, des spécialistes dans cette maison qui développent beaucoup de choses. Donc, c'est une photo à la date d'aujourd'hui. Un des défis d'ailleurs sur la mobilité électrique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on déploiera en 2035, qu'est-ce qu'on déploiera en 2040, etc. C'est peut-être pas exactement ce qu'on a aujourd'hui, et ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, là aussi, en termes de, si on regarde tout de suite sur les augmentations
en termes de production, hein. Je vais regarder juste toujours les mêmes chiffres, hein. On est sur le scénario donc, le plus ambitieux et on compare sur l'usage batterie, les besoins donc, en 2050 par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est sur des augmentations qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on mentionnait précédemment. La plus importante d'entre elles étant sur le graphite d'ailleurs, dont on parle rarement, mais qui est un vrai défi. Le graphite, c'est 100% production chinoise aujourd'hui, et sur lequel il y a un facteur 110 de croissance qui est nécessaire si on veut, en gros, déployer le véhicule électrique en Europe tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais vous voyez que sur le lithium, c'est un facteur 90, et puis on va retrouver ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure, nickel, cobalt, on est dans les ordres de grandeur, et manganèse entre 20, et puis là, les derniers calculs, ouais, c'est un peu plus fort sur le nickel, parce qu'on a changé la chimie des batteries, mais c'est un peu similaire. Et puis, sur les acteurs, hein, je crois que la figure se passe de commentaires. 75% aujourd'hui des batteries mondiales sont des batteries chinoises qui, vous voyez, contrôlent. C'est toujours pareil. En fait, plus vous montez dans la chaîne de valeur, parce que plus vous remontez, plus vous avez de la valeur ajoutée, plus le pourcentage de monopole de la Chine est croissant. Donc là, encore une fois, la Chine, il y a 40 ans, était un pays minier. Ils sont restés un pays minier, mais ils exploitent de moins en moins leurs mines, parce que c'est aussi compliqué chez eux que chez nous. Et ils sont de plus en plus un pays de transformation. Et c'est pour ça que vous les trouvez dans tous les pays du monde en train d'acheter ce qui sort de toutes les mines qui peuvent exister. Bon, je vous passe le détail ici, je n'aurai pas le temps de le détailler. Et quand vous regardez à nouveau les grands acteurs, hein, donc là c'est un peu plus diversifié, néanmoins, vous voyez qu'on a beaucoup d'acteurs chinois, hein, et ceux qui ne sont pas chinois, ils sont coréens ou japonais. Donc c'est quand même un monde asiatique, le monde de la batterie, même si, vous le savez, on cherche à faire émerger des acteurs aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc vous avez là, et c'est une figure qui date de septembre 2022, je ne doute pas qu'elle a déjà bougé, l'ensemble des projets de gigafactory, donc d'usines de fabrication de batteries aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc vous voyez, ça fait quand même 41 projets. Hein. Si on dit gigafactory, c'est parce que c'est des usines un peu gigantesques qui représentent chacun des investissements de plusieurs milliards d'euros, avec des défis évidemment en termes de compétences derrière, des défis logistiques pour alimenter tout ça, et puis un défi, on va dire, capitalistique au sens de l'investissement. Parce que quand vous construisez une usine comme ça à 3, 4, 5 milliards d'euros, il ne faudrait pas que la technologie change entre le moment où vous avez lancé le projet et le moment où elle va se mettre à produire. Or, comme je vous le disais, on est sur des sujets qui sont quand même hautement volatiles, sachant qu'il faudra quand même pas mal de temps avant qu'elles soient rentabilisées. Donc tout ça pose beaucoup de questions sur la sécurisation des investissements de la part des pouvoirs publics, notamment, pour garantir que tout ça arrive en temps et en heure. Je vous passe le sujet hydrogène pour laisser du temps à la discussion. Juste peut-être un petit mot, mais ça a déjà été abordé par Marc pour dire que le nucléaire, d'une part, fait partie de la solution sur la transition énergétique, d'autre part, est beaucoup moins, je dirais, embarqué dans ces histoires de dépendance aux métaux et de dépendance à la Chine. Puisque vous voyez que la quantité, finalement, dont on a besoin de ressources minérales pour le nucléaire, alors ici, c'est acier et fer, mais on pourrait, vous l'avez ici, la quantité pour les autres métaux est extrêmement faible. C'est en fait l'énergie qui est le moins demandeuse. Et donc, évidemment, les besoins, je dirais, pour déployer un parc nucléaire et produire de l'électricité nucléaire seront sans commune mesure avec tout ce qu'on vient de voir et ne nous mettraient pas en situation de dépendance telle qu'on l'est aujourd'hui pour le développement des renouvelables. Et donc, je dirais que la conclusion, je reviens à ma figure de départ, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait rien, on va avoir un problème que juste on n'a pas les ressources pour faire tout ce qu'on a prévu de faire, quoi. On n'a pas les ressources en temps et en heure. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là dans le sous-sol. Ça veut dire que juste, par exemple, 0 véhicule thermique en 2035, on ne fait que des véhicules électriques. Je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver, par exemple, ici, le lithium, le cobalt et le cuivre, parce que, vous voyez, sur ces 3 éléments qui sont indispensables pour la batterie, on nous dit qu'il y aura un problème de déficit sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura insuffisamment de ressources pour répondre à l'ensemble des besoins à cette échéance-là. Et vous voyez que finalement, d'ailleurs, le plus critique, c'est le cuivre, hein, dont on ne dirait pas parce qu'on s'en sert partout, mais justement, il sert partout, et comme tout est en train de s'électrifier, de se développer, on a un vrai défi sur le cuivre, hein, et on pourra y revenir. J'ai une figure que je passe là-dessus, là aussi, pour gagner un peu de temps. Alors, quelle solution maintenant face à ce constat pour essayer de retrouver donc une souveraineté et une maîtrise finalement de notre développement économique qui passe par le développement industriel, soyons clairs, les deux ils sont liés, et qui est un soubassement indispensable à l'indépendance politique. Premier point, vous avez compris qu'on était fortement dépendant de l'étranger pour nos importations. C'est ce que nous rappelle cette petite carte, hein, qui a été produite par le rapport du JRC dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été publié le mois dernier.
Donc ce que vous voyez ici, c'est l'origine des importations de métaux à l'échelle européenne, sachant que donc, quand c'est écrit en italique, ça veut dire qu'on importe de la matière brute, entre guillemets, ou peu purifiée. Quand on est donc sur de l'écriture régulière, c'est qu'on importe de la matière déjà purifiée. Alors, je crois que le premier point qui se passe de commentaire, c'est la longue liste de tout ce qu'on importe de Chine, avec vous voyez, des taux de pourcentage qui peuvent aller jusqu'à 100%. Donc, vous voyez que la dépendance... si je vous me permettez la boutade, vous avez aimé la dépendance au gaz de la Russie, vous allez aimer la dépendance aux métaux de la Chine. Je crois que ça résume tout. Voilà. Après, vous voyez qu'il y a d'autres pays qui sont quand même en position clé. Je vous parlais tout à l'heure de la République démocratique du Congo, donc, pour lequel 70% du cobalt mondial est issu de ce pays et l'Europe en dépend à 63%. Mais vous voyez que sur le niobium, qui sert pour un certain nombre de technologies, c'est 92% du Brésil. Le lithium, c'est 79% du Chili, etc. Donc, en fait, ce que décrit cette carte, c'est qu'on est en train de changer le panorama géopolitique mondial. Hier, on dépendait du Moyen-Orient et d'un certain nombre d'autres pays parce qu'on en avait besoin pour le gaz et le pétrole. Demain, on en aura encore besoin parce qu'on n'aura pas effacé complètement ces ressources-là pendant un certain temps. Mais on va dépendre aussi de ces pays qui sont en train de se mettre en position de leadership, de monopole sur des chaînes de valeur qui nous sont indispensables et donc qui sont en train finalement d'acquérir un poids politique qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer. Alors, donc là, vous retrouvez, c'est présenté de la même manière, mais de manière différente, pardon, je veux dire, c'est les pourcentages d'importation sur un certain nombre de métaux. Donc vous voyez qu'on a plus d'une quinzaine de métaux pour lesquels on est à 100% dépendant des importations et sur lesquels les productions à l'échelle du territoire européen sont très faibles. Alors, on a dit qu'il fallait donc, un des enjeux importants, ça va être d'aller chercher de nouvelles ressources dans le sous-sol, ça va être d'aller chercher d'ouvrir des nouvelles mines. Et je crois qu'il est important déjà d'avoir conscience que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'investissements, même si on ne s'en rend pas bien compte, parce que, comme vous le voyez sur ce petit zoom, on est singulièrement absent du débat international sur ce sujet. Mais en fait, quand vous cumulez, ici c'est des données de 2020, il y a plus de 1 000 milliards d'investissements à l'échelle mondiale sur de la prospection et la création, l'ouverture de nouvelles mines. Donc c'est un sujet qui est extrêmement dynamique, sur lequel il se passe beaucoup de choses. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, on en est plutôt resté absent, même si on va y revenir dans un instant, il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se faire. Première chose, donc si on veut répondre à la demande, et je pense que c'est peut-être ce que d'ailleurs vous avez eu en tête, et c'est un bon réflexe, première chose, c'est d'essayer de recycler tout ce qu'on peut. On a dans nos objets en fin de vie, on a dans nos rebuts industriels des ressources insoupçonnées, et il faut qu'on les exploite autant qu'on peut. Et surtout que quand vous regardez aujourd'hui la réalité, alors je suis désolé, ce tableau il date un peu, les chiffres actuels 2022 sont un peu plus hauts, mais je n'ai pas le temps de les remettre à jour. Mais ici, c'était la réalité du pourcentage de réutilisation métal par métal, avec ces fameux métaux dont on a déjà parlé. Ce que vous voyez, c'est que ceux dont il y a plus de 50% qui proviennent du recyclage, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont que 2. Ici, ce n'est pas des métaux. C'était le plomb et l'argent. Tout le reste, on était en dessous de 50%. Donc, tout ça pour dire que la marge de progrès est importante. Pourquoi c'est important de développer finalement cette industrie du recyclage? D'abord, c'est un moyen de relocaliser l'industrie. Et on a un vrai besoin de relocaliser l'industrie sur nos territoires si on veut soutenir le développement économique. Deuxièmement, c'est un moyen de réapprendre aussi ces processus, procédés de séparation, de purification dont on aura besoin si on veut faire des mines. Donc c'est un bon moyen de rentrer dans l'histoire et puis évidemment c'est extrêmement vertueux d'un point de vue, je dirais, environnemental. Néanmoins, et c'est un point important, ça ne répondra jamais à l'intégralité de la demande. Parce que vous n'allez jamais récupérer tous les produits en fin de vie. Vous avez tous des téléphones qui traînent dans vos tiroirs, je suis persuadé, enfin des vieux téléphones, j'entends. Parce que même si vous récupérez 100% des objets en fin de vie, la physique ne nous rend pas capable d'aller chercher 100% de la matière qu'il y avait dedans au départ, surtout quand c'est des éléments qui sont mis, je dirais, sous forme de dopage ou, si vous voulez, en très faible concentration. Le coût énergétique devient de toute façon prohibitif. Et puis, d'autre part, ce que vous recyclez aujourd'hui, c'est ce que vous avez produit il y a 10 ans pour un téléphone, il y a 20 ans pour une batterie peut-être, il y a 30 ans, etc. Or, à l'époque, ce n'était pas du tout la même chose qu'il y avait dedans. Donc les métaux que vous récupérez aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux dont vous avez besoin aujourd'hui. Et donc il y a un écart et un décalage entre ce que vous récupérez et ce que vous avez besoin. Et donc quand vous mettez tout ça bout à bout, avec une dernière chose que j'étais en train d'oublier, c'est que nos besoins ils sont croissants. Donc en plus, la quantité que vous allez récupérer, même si encore une fois vous récupériez tout, c'est la quantité qu'il y avait il y a 20 ans et qui est nettement moindre que celle que vous mettez aujourd'hui. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça fait qu'on a un décalage entre ce qu'on récupère et ce qu'on a besoin.
et qu'on ne pourra jamais couvrir 100% de nos besoins avec le recyclage. Aujourd'hui, les experts nous disent que tant qu'on est en phase de croissance comme aujourd'hui sur la transition énergétique, c'est 30% une cible déjà extrêmement ambitieuse, et donc ça veut dire qu'il y a 70% à trouver ailleurs quand même. Alors, trouver ailleurs, si le recyclage ne permet pas de pourvoir, ça suppose qu'à ce moment-là, il faut effectivement, j'allais dire, retourner sous nos pieds, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire se reposer la question, effectivement, d'ouvrir de nouvelles mines. Évidemment pas des mines à l'azola, j'y reviendrai dans un instant, c'est fondamental, mais des mines quand même qui permettent d'aller chercher de nouvelles ressources. Alors, premier point, on va faire ça de manière concentrique, commencer par chez nous, avant d'élargir la focale. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'on a épuisé notre sous-sol. Que nenni, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on a arrêté les mines en France parce qu'on s'est désindustrialisé, parce qu'on ne voulait plus de mines, etc. Et en fait, on reste un pays qui est relativement bien doté par la nature et avec un sous-sol qui est plutôt riche. Vous avez ici ce qui était le résultat du dernier inventaire minier qui a été fait en France, le dernier inventaire des ressources, qui a été fait que sur 20% du territoire français, en s'arrêtant à 100 mètres de profondeur, là où on exploite aujourd'hui des mines jusqu'à 4 km dans d'autres pays. Donc tout ça pour vous dire qu'on connaît très très mal ce qu'on a sous nos pieds. Malgré tout, l'ensemble des points que vous voyez ici étaient déjà des points qui étaient, je dirais, d'intérêt économique confirmé, dont certains étaient d'envergure mondiale. C'est-à-dire que c'était, si on ouvrait une mine dans cet endroit-là, on serait dans le top 10 des mines les plus, je dirais, intéressantes à l'échelle mondiale. Donc on a un potentiel minier aujourd'hui dont il faut qu'on se ressaisisse. Et c'est donc confirmé aussi parce que depuis, on a fait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle de la métallogénie prédictive. C'est-à-dire qu'on combine ce qu'on a appris, ce qu'on sait maintenant sur la géologie, la tectonique des plaques, la manière dont les chaînes de montagnes se forment, la manière dont les éléments chimiques sont transportés dans la croûte terrestre, etc. Et on est capable de dire, là, on a quand même des chances de trouver des choses qui sont intéressantes. Et quand on fait tous ces travaux qui ont été menés depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que, vous avez ici le résultat sur le lithium. Vous voyez que, par exemple, la probabilité de trouver du lithium en France fait partie des pays européens où on a le plus de chances d'en trouver. Et d'ailleurs, on n'a jamais cherché le lithium, pour la petite histoire, puisque quand on a fait l'inventaire minier dans les années 80, on s'en fichait complètement du lithium. Malgré tout, on a d'ores et déjà des ressources d'intérêt mondial, et vous savez sans doute qu'il y a une mine qui va ouvrir dans l'Allier à Échassières. On a trouvé le lithium par hasard, c'est parce qu'il y avait une carrière de kaolin pour faire de la porcelaine. Mais tout ça pour dire que si on cherchait vraiment, il n'y a aucun doute qu'on trouverait beaucoup d'autres endroits où il y a du lithium intéressant. Je prends l'exemple du lithium, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Oui, il y avait une carrière de faire du kaolin et on va aller exploiter en souterrain dessous le massif granitique pour aller chercher le lithium. Ça devrait ouvrir en 2029. Donc, sujet important, sujet qui est aujourd'hui sur le devant de la table parce qu'il est également fait partie des décisions que la Commission européenne a soumises à avis consultatif de la part des États, mais qui vont s'imposer ensuite aux 27 pays européens. Refaire la prospection minière, refaire un inventaire minier, savoir, j'allais dire, enfin ce qu'on a dans notre sous-sol, sachant que ça en plus ça va avoir plein d'effets bénéfiques, parce qu'au passage, on va savoir un peu mieux ce qu'on a en termes de ressources en eau, on va savoir un peu mieux ce qu'on a en termes, je dirais, de risques naturels sur tout un tas d'événements type des failles, etc. Donc l'intérêt ira bien au-delà que de celui, je dirais, de connaître notre sous-sol pour pouvoir éventuellement réouvrir des mines. Alors évidemment, ça c'était la focale, je dirais, française. Le même constat se fait à l'échelle européenne, avec un intérêt évident, c'est que plus vous élargissez la focale, plus vous diversifiez la géologie, plus vous diversifiez les ressources possibles. On ne trouvera pas tout en France, soyons clairs. On ne sera jamais autonome, ce n'est pas la peine d'avoir cette ambition-là. Néanmoins, déjà quand on regarde à l'échelle européenne, on trouve en Europe du Nord, on trouve dans la péninsule ibérique des choses qu'on n'a pas forcément dans notre pays, etc. Et donc ça permet d'avoir déjà, je dirais, un taux de couverture de nos besoins européens qui est plus important. Et l'Europe, dans son fameux projet de règlement sur les métaux critiques, souhaite que donc à l'horizon 2035 de mémoire, on ait 10% d'autonomie sur la partie approvisionnement en ressources minérales. Alors pour certains métaux, ça sera facile, on y est déjà. Pour d'autres, ça va être un sacré défi. Bon, ça, je vous passe. Alors, point important, je vous ai dit, réouvrir une mine, on ne va pas refaire ce qui a été fait dans le passé. Il faut être lucide sur le fait que on a fait, les mines d'autrefois ont été faites avec les connaissances qu'il y avait à l'époque. On n'avait pas ni la sensibilité ni la connaissance des processus qui gouvernent
les problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui. Et donc l'enjeu, ça va être évidemment d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus responsables. Alors, plusieurs éléments par rapport à ça. Le premier, c'est pour rappeler que entre le moment où vous décidez de construire une mine et le moment où celle-ci ouvre, il s'écoule pas mal de temps. Vous voyez, la moyenne à l'échelle mondiale, c'est 17 ans. Vous avez la figure ici. Et il faut bien avoir en tête que dans ces 17 ans, en fait, l'essentiel du temps, vous allez le passer sur la partie exploration. Puisque vous voyez, c'est à peu près 12 sur 17. Alors, il y a un message caché derrière. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on va être capable de produire dans les 15 ans qui viennent, j'arrondis, on le connaît déjà. Parce que si on ouvre une mine, enfin, si on se lance demain dans de la prospection, ça ouvrira entre 2035 et 2040. Donc tout ça pour dire que, vous avez vu tout à l'heure, on disait qu'on avait des problèmes d'approvisionnement à l'horizon 2030. On peut lancer une nouvelle mine, mais ça ne répondra pas aux besoins. Donc on a un problème d'approvisionnement à l'horizon 2030, quoi qu'on fasse. Mais il sera évidemment beaucoup plus flagrant et prégnant si on ne fait rien pour les années qui suivent. Le deuxième point important, c'est évidemment de prendre en compte de manière explicite l'impact environnemental avec un objectif de le réduire. Et en fait, selon les choix que vous allez faire sur le procédé, vous allez avoir des impacts environnementaux qui sont très différents. Vous avez ici différents procédés pour traiter le lithium, et vous voyez que, sans rentrer dans le détail, on a des valeurs qui diffèrent. Donc on a évidemment intérêt à aller vers des procédés qui soient le plus respectueux, le plus vertueux possible de ce point de vue-là. Et le troisième point important, c'est qu'évidemment, on n'ouvrira jamais de mine si on n'arrive pas à ce que ce soit des projets qui soient co-construits avec les populations locales, de manière à ce qu'il y ait un niveau, je dirais, d'acceptabilité et d'implication qui soit suffisant. Sinon, effectivement, comme le rappelait sous forme de boutade Marc, ça se terminera en ZAD et on n'aura pas beaucoup avancé. Et donc tout ça, c'est aujourd'hui un sujet sur lequel il y a beaucoup de réflexions à l'échelle française, à l'échelle européenne, même à l'échelle mondiale, avec l'idée de faire émerger ce qu'on appelle des normes de mines responsables. Donc une mine responsable, c'est une mine qui respecte l'environnement, donc qui consomme le moins d'eau possible, qui émet le moins de CO2 possible, qui limite ses consommations énergétiques, qui limite ses déchets, etc. On pourrait faire une liste assez longue. Et c'est une mine aussi qui embarque dès le premier jour les populations locales dans le projet, de manière à ce qu'il y ait une acceptabilité, de manière à ce qu'il y ait aussi des retombées positives, évidemment, pour les populations locales, et que ça ne soit pas dans une logique de préemption, je dirais, comme ça peut exister de la part de certains acteurs, et avec derrière l'idée qu'on puisse avoir donc une normalisation transparente, auditable, qui permettent de soutenir donc, cette notion de mine responsable, qui est évidemment indispensable, parce que si on n'arrive pas à convaincre les acteurs locaux, ça n'ira jamais très loin. Et dernier point, je réélargis complètement la focale. Malgré tout, l'Europe ne sera jamais 100% autonome, 100% indépendante. Donc on aura toujours besoin d'importer des ressources minérales d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est deux choses. C'est qu'on réduise cette dépendance, qu'on ne soit plus dans une situation où 100% des ressources viennent de l'extérieur, surtout si on en a sur notre territoire. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas qu'on soit 100% dépendant d'un pays. Donc, il y a un vrai enjeu de diversification des approvisionnements. Je vais reprendre un message que passait souvent Philippe Varin, que vous connaissez sans doute, qui a porté un rapport au pouvoir public sur ce sujet-là, qui disait « Idéalement, on ne devrait pas dépendre à plus de 25% d'un pays ». Donc c'est une cible comme une autre, ça donne une référence, mais vous voyez le chemin à parcourir, il est immense. Sachant que les ressources minérales, il y en a un peu partout, mais il y a aussi des grands... Enfin, on n'enlèvera pas le fait que la Chine, qui est le grand cercle que vous voyez là-bas, c'est de toute façon le grand joueur parce qu'ils ont un sous-sol particulièrement riche. Ici, c'est les réserves connues sur l'ensemble des pays du monde. Donc l'idée, c'est pas de dire on ne fait plus rien avec la Chine. Ça serait à la fois inefficace et impossible à mettre en œuvre. Mais c'est d'avoir des dépendances qui soient plus gérables, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas politiquement, évidemment, complètement embrigadé, je dirais, par ces liens de dépendance économique. Dernière chose, vous avez compris que c'est un sujet particulièrement complexe et qui a besoin d'une vraie capacité à suivre tout ça, à comprendre ces chaînes de valeur qui sont très liées, très interpénétrées. Donc c'est l'objectif d'une nouvelle structure qui a été mise en place à l'initiative du BRGM et avec le soutien des pouvoirs publics en fin d'année dernière, qui s'appelle l'OFREMI, l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, et qui vise donc à la fois à décrypter, suivre ces chaînes de valeur, parce que si on n'a pas cette connaissance-là, on ne sera pas en mesure de prendre les bonnes décisions pour, je dirais, notre pays, pour l'Europe, etc., pour l'environnement. D'être capable d'évaluer, de faire des scénarios offre-demande, donc de voir un peu quelles sont l'évolution des besoins à 5 ans, 10 ans, 20 ans, à 2050, etc. Ce n'est pas si simple que ça, même si je vous ai essayé de vous présenter des figures qui montrent un certain nombre de choses. Et puis de pouvoir, à partir de là, quantifier les risques,
pouvoir faire des stress tests, savoir si on a tel ou tel événement disruptif, qu'est-ce qui se passe, comment on réagit, et pas se retrouver juste, je dirais, à gérer la crise. Et puis, donc, tout ça, pouvoir alimenter les décisions des pouvoirs publics et des filières et acteurs industriels. Donc, en conclusion, avant de vous laisser la parole pour des questions, que j'imagine nombreuses, pour dire que vous avez compris que transition énergétique, c'est passer à une dépendance aux ressources minérales qui est extrêmement forte, largement aussi forte que ce qu'on a pu connaître sur le gaz et le pétrole, ne nous leurrons pas. Ça veut dire que ça va rebattre totalement les cartes, je dirais, de la géopolitique mondiale. On va voir apparaître des nouveaux pays qui sont en position, je dirais, quelque part de maîtrise de certaines chaînes de valeur et avec lesquelles il va falloir qu'on apprenne à traiter. Que globalement, on a des ressources pour la plupart des métaux dont on a parlé qui restent suffisantes par rapport aux besoins. Et la question, c'est vraiment la capacité à aller accéder à ces ressources en temps voulu, parce qu'on veut faire une transition qui est très rapide quand même, soyons clairs, et puis aussi dans des conditions qui soient suffisamment respectueuses de l'environnement, parce que l'idée, ce n'est pas de faire une transition énergétique dont l'impact final soit pire que finalement ce qu'on a voulu éviter en basculant sur des énergies plus propres. Donc on a une forte dépendance aujourd'hui aux importations, donc avec un vrai enjeu de reconquête de souveraineté et de sécurisation, donc avec à la fois le besoin d'avoir une vision globale au travers de l'observatoire dont je vous ai parlé, un besoin de réinvestir sur nos ressources qui sont présentes dans notre sous-sol, et puis aussi celles qui sont présentes dans nos objets en fin de vie, ce qu'on appelle la mine urbaine, et puis la nécessité de mettre en place une diplomatie des ressources minérales qui là aussi est en train de se mettre en place au niveau français comme européen pour sécuriser des relations de long terme avec les autres acteurs étrangers dont on aura besoin. Et puis, sujet extrêmement important, qui nous mobilise beaucoup, faire émerger la mine du XXIe siècle, qui n'est pas celle de Zola, qui n'est pas celle qui, je dirais, pollue l'environnement, préempte les ressources en eau, etc., mais qui est une mine dans laquelle on peut déployer des procédés qui soient beaucoup plus propres, qui eux-mêmes recyclent leurs propres réactifs, leur propre eau, etc. Et donc tout ça, c'est un enjeu extrêmement important. Mais, et je finirai là-dessus, il y a deux prérequis quand même. C'est qu'il va falloir que vous, comme moi, on accepte de payer un peu plus cher nos produits qu'on achète. Parce que soyons clairs, pas respecter l'environnement, ça coûte toujours moins cher, et ça, on ne pourra pas. Je ne pense pas que ça change de sitôt. Et puis, deuxième chose, il faudra qu'on mette des contrôles aux importations, c'est-à-dire qu'évidemment, il faudra que les produits qui sont importés en Europe respectent les mêmes normes, parce que sinon, on continuera à avoir des produits à bas coût qui arrivent de pays qui sont moins exigeants, et ça empêchera le développement de ces approches éco-responsables. Voilà un peu pour le panorama global que je souhaitais vous donner. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour les quelques minutes de retard.